le monde. Salam alaikum Azul. Docteur Nahal, pas professeur Nahal. Je suis pneumologue, j'exerce à l'EPH de Rouiba. Je tiens à remercier dans un premier temps l'équipe organisatrice et bien sûr l'auditoire pour sa présence. Alors, l'objet de ma présentation va porter sur la toux native chronique. On va définir ce que c'est la chronicité, on va définir le terme native, qu'est-ce que c'est une toux native. On va voir les différentes étiologies, généralement ça se résume à 5 étiologies. Bon, il y a des raretés, on ne va pas les définir, les raretés, on ne va pas en parler, parce que ça va faire beaucoup de slides. Et puis éventuellement la conduite à tenir, et on va terminer par un algorithme qui va vous faciliter le raisonnement devant une toux chronique native et la prise en charge de cette toux. Donc, dans un premier temps, alors, la toux, en matière de définition, c'est juste un réflexe qui est tout à fait normal, qui permet de protéger les voies aériennes et de maintenir ces voies aériennes à la fois vides de tout produit et permettre aussi d'assurer l'intégrité de ces voies aériennes. Donc, ça permet à la fois de drainer les sécrétions muqueuses bronchiques, essentiellement les bronches proximales, et puis ça permet aussi d'évacuer éventuellement et d'expulser ce qu'on appelle les particules qui ont été inhalées par inadvertance. Alors, vous avez la toux aiguë, la toux subaiguë, la toux chronique. On parle de toux chronique lorsque la toux s'installe, se chronicise et va aller au-delà de 8 semaines. À partir de 8 semaines, la toux, quand elle persiste, surtout généralement la tendance à s'aggraver progressivement, on est dans la chronicité et c'est ce qui nous intéresse. Il y a des étiologies assez particulières qui sont complètement différentes de celles de la toux aiguë, de la toux subaiguë. Alors, et vous avez une forme clinique assez particulière qu'on appelle le hémage. Ça vient du vocable M, H-E-M, qui veut dire, c'est une onomatopée, parce que tout simplement, lorsque ce hémage s'exprime, il s'exprime par une onomatopée. C'est un raclement de gorge qui évolue sur le mode itératif et fréquentatif. C'est à peu près ça. Donc c'est la même chose que la toux, c'est la même équivalence en matière de définition, c'est considéré comme une toux, et ça permet aussi de dégager la sphère ORL des sécrétions muqueuses qui ont tendance à stagner. Alors, en matière de prévalence, ça va de 6% dans une consultation tout venant d'un médecin généraliste, et ça va culminer à 30% lorsqu'il s'agit d'une consultation plus spécialisée, celle d'un pneumologue. Alors, qu'est-ce que c'est une toux native? Une toux native, chronique bien sûr, il y a la chronicité, une toux qui persiste au-delà de 8 semaines, il y a un examen clinique qui est normal, il y a une image thoracique qui est tout à fait normale, et on n'a pas d'étiologie à mettre sous les doigts. Ça reste une toux nue et isolée. Et ça prend la caractéristique de toux native chronique. Donc il n'y a pas de contexte étiologique connu, il n'y a pas de tendance à la régression, et bien sûr la durée elle est supérieure à 8 semaines. Cette toux peut être caractérisée par son caractère invalidant, et là vous avez toutes les caractéristiques, tout ce qui peut éventuellement impacter négativement la qualité de vie du tousseur, c'est listé sur cette slide. Et bien sûr, une toux chronique peut être caractérisée par des signes de gravité, là où vous avez aussi, sur cette plaque sont listés tous les signes de gravité. Et lorsqu'il y a des signes de gravité, on a tendance quand même à rapidement référer le malade chez le spécialiste pour des explorations adaptées en vue d'asseoir un diagnostic précis. Alors, on va voir maintenant quelles sont les différentes étiologies qu'on retrouve dans la toux chronique native. On va commencer par les principales étiologies. Alors, vous avez 3 étiologies qu'on retrouve très fréquemment, qui résument à elles seules la notion de toux chronique native. Vous avez ce qu'on appelle la toux équivalent asthme. L'asthmatique, il peut siffler, il peut faire une dyspnée, mais il peut uniquement tousser, sans siffler et sans être dyspnéique. Et une toux isolée nocturne, spasmodique, quasi quotidienne, intense, qui réveille le malade, lorsqu'on a éliminé une origine
digestif, c'est-à-dire un RGO, et lorsqu'on a éliminé une origine cardiovasculaire, c'est-à-dire un subo-AP, qu'est-ce qui reste? Il reste l'atout équivalent asthme, qui doit être traité comme un asthme, c'est-à-dire par une corticothérapie inhalée au long cours. Vous avez ce qu'on appelle l'écoulement nasal postérieur, la rhinorrhée postérieure, qui reste quand même l'une des étiologies les plus fréquentes, les plus prégnantes de tout natif chronique. Et vous avez le RGO, qu'on va voir en détail. On va voir dans quel cas le RGO va générer une toux chronique native. Pour être un peu exhaustive, un peu plus exhaustive, on peut ajouter deux autres étiologies. L'étiologie médicamenteuse, et vous allez voir que les 3/4 des étiologies médicamenteuses de la toux sont dues aux IEC, aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et on va ajouter une autre étiologie, c'est le tabagisme. Le tabagisme, il est à l'origine quand même d'une fréquence et d'une prévalence assez importante de toux lorsque le sujet est fumeur actif, lorsqu'il est inhalateur de fumée et lorsqu'il est fumeur impénitent et fumeur régulier et chronique. On peut ajouter deux autres étiologies, les grosses amygdales chroniques et puis ce qu'on appelle la bronchite éosinophile, qui est une curiosité qu'on va voir tout à l'heure. Et pour être complet, on ajoute le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a un profil assez particulier, généralement c'est des femmes qui sont pléthoriques sur le plan pondéral, qui ont une ronchopathie, qui ont souvent un RGO, et généralement elles toussent d'une manière assez régulière, et la cause de la toux, c'est l'apnée du sommeil. Et pour terminer, deux autres étiologies, l'étiologie psychogène, ça reste bien sûr le dernier recours, lorsqu'on a épuisé toutes les autres étiologies, il n'y a rien à se mettre sous la dent, on a fait tous les examens complémentaires voulus. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce qu'on appelle la cause psychogène. On va voir ses caractéristiques. Et enfin, la résurgence de la coqueluche, qui devient de plus en plus une cause fréquente de toux. Voilà en gros, si vous voulez, les étiologies qu'on doit rechercher à chaque fois qu'on a une toux chronique native, mais essentiellement les 5 premières étiologies, c'est-à-dire le RGO, le jetage postérieur, la rhinorrhée postérieure, la toux équivalent asthme, le tabagisme, et bien sûr la toux médicamenteuse, qui représente à elle seule 90 à 95% des causes de toux chronique natives. Alors on va commencer par la première étiologie, ce qu'on appelle le syndrome rhinorrhée postérieur toux chronique, qui est généré par ce qu'on appelle un jetage postérieur, et que les anglo-saxons désignent sous le terme postnasal deep syndrome. Alors, c'est la toux, c'est une cause très fréquente de toux chez l'adulte. Elle est associée à des signes d'irritation naso-sinusien qui peuvent passer inaperçus, qui sont banalisés, négligés par la personne. Et le malade va, quand vous allez l'interroger, il va vous dire exactement, il va formuler exactement la même phrase. Il va vous dire, j'ai une sensation de quelque chose qui coule dans l'arrière-gorge et un besoin fréquent de me racler la gorge. Et souvent, l'entourage va préciser exactement ce que dit le patient, c'est-à-dire il va rapporter le fait que le patient se racle la gorge fréquemment. Alors, le diagnostic est très simple, il faut juste déprimer la langue, regarder dans le pharynx, et là on va voir soit des sécrétions muqueuses ou mucopurulentes qui tapissent l'arrière-gorge, c'est-à-dire le pharynx, soit en l'absence de sécrétions muqueuses ou mucopurulentes, on va trouver un signe indirect. C'est un aspect pavimenteux de la muqueuse pharyngée qui va donner macroscopiquement un aspect dit mamelonné ou parqueté du pharynx ou de la muqueuse pharyngée qu'on va voir ici. Regardez ici. Ici, vous avez cet aspect parqueté du larynx, du pharynx plutôt, qui est le témoin d'un écoulement persistant, permanent, régulier de sécrétions muqueuses et mucopurulentes provenant de la sphère ORL et essentiellement des sinus et des fosses nasales. Alors, en vertu du fait qu'il n'y a aucun signe discriminatif pour poser le diagnostic, et en vertu du fait qu'il pourrait y avoir une absence d'écoulement nasal, comment faire le diagnostic? Le diagnostic, il est thérapeutique, c'est-à-dire il faut procéder par un test thérapeutique. Vous allez voir à chaque fois qu'on est confronté à une toux chronique native, on ne fait pas d'examen complémentaire parce que c'est coûteux, ça prend du temps, et puis généralement on a tendance à perdre le malade, donc il faut traiter. C'est ce qu'on appelle un test thérapeutique. Et on retient le diagnostic de jetage postérieur ou de toux réflexe d'origine en rapport avec une rhinorrhée postérieure
lorsque la toux répond favorablement à un traitement adapté, spécifique, qui va permettre de tarir ces sécrétions muqueuses et mucopurulentes d'origine des fosses nasales ou provenant des sinus. Alors, cependant, il faut toujours faire attention, il y a 3 étiologies qu'il faut éliminer à tout prix avant de donner un traitement d'épreuve. Il faut éliminer ce qu'on appelle une polypose nasale, le cancer du cavum qui peut donner les mêmes signes, et enfin l'aspergillose sunusien. Les 3 étiologies nécessitent un traitement bien particulier, bien spécifique. Si on a éliminé ces 3 entités par une nasolaryngoscopie ou une endoscopie nasale et par un scanner sinusien, qui seront bien sûr normaux, on peut se permettre de pratiquer un test thérapeutique. Alors, la radio standard n'est pas performante en matière d'exploration de la sphère ORL. Maintenant, elle est abandonnée, elle est obsolète. Maintenant, on opte pour la TD1 thoracique sans bolus, sans faire de produits de contraste. Et une fois qu'on a éliminé ces 3 entités, on peut proposer en plus un bilan allergologique. Et selon le scanner, la nasolaryngoscopie et le bilan allergologique, on peut opter et moduler la prescription médicamenteuse. Alors, on est devant 3 situations. Soit on est devant une sinusite chronique, et là, le diagnostic est très simple, c'est une hypertrophie de la muqueuse qui dépasse largement les 6 mm d'épaisseur, la muqueuse est épaisse, ou bien un niveau liquide probant, visible. Là, on va donner un test thérapeutique. Qu'est-ce qu'on va donner? Puisqu'il s'agit d'une sinusite, souvent elle est surinfectée, il faut une antibiothérapie qui va couvrir à la fois les anaérobies et l'hémophilus influenzae, généralement amoxicilline, acide clavulanique, 1 gramme 3 fois par jour, et on va associer par voie locale des vasoconstricteurs pendant 3 à 5 jours, et par voie péros, on va associer un antihistaminique de première génération à effet sédatif, et de par l'effet sédatif, il va avoir un effet antitussif, associé dans le même comprimé ou dans la même gélule à un décongestionnant pendant 3 semaines. Voilà le traitement test, devant une suspicion ou devant, lorsqu'on a soulevé le diagnostic de tout réflexe secondaire à un jetage postérieur. Si le traitement est probant, on prend le relais par une corticothérapie locale, topique, pendant 3 semaines. Deuxième possibilité, c'est une rhinite non allergique. Là, on va opter pour un antihistamique de première génération associé à un décongestionnant, toujours par voie péros, pendant 3 semaines. Si c'est bon, relais par une corticothérapie topique pendant 3 semaines. Si c'est une rhinite allergique, bien sûr, on a des éléments pour asseoir le diagnostic. Il y a la notion de phénomène allergique associé à ce jetage postérieur, éventuellement une conjonctivite, un eczéma. Il y a cette notion de fluctuation saisonnière des symptômes. Et bien sûr, là, on est enclin à donner un traitement adapté, c'est-à-dire antihistaminique de 2e génération non sédatif, non anticholinergique, associé à une corticothérapie topique locale, endonasale, en fonction, bien sûr, des stades de gravité de la rhinite allergique. Deuxième étiologie, c'est le RGO. Le RGO, il est en cause dans la toux chronique dans 8 à 41% lorsqu'il est associé à d'autres causes de toux. Et lorsqu'il est incriminé tout seul en tant que cause primordiale, la fréquence elle est de 0, ou bien la prévalence elle est de 0 à 13%. Alors, le problème, c'est qu'il est très difficile de rattacher la toux à une remontée acide. Il est extrêmement difficile, c'est pas codifié. C'est pour ça que le critère principal n'est pas de mettre en évidence un reflux acide au niveau du bas œsophage, ou bien au niveau de l'œsophage proximal. Le critère principal, c'est de donner un traitement d'épreuve. On va voir tout à l'heure IPP double dose pendant 8 semaines, et c'est la réponse favorable à ce traitement test qui permet de poser le diagnostic de tout directement lié au RGO. Alors, quels sont les mécanismes qui permettent au RGO de générer une toux chronique native? Vous avez 2 mécanismes. Vous avez ce qu'on appelle la macroaspiration. Ça veut dire que vous avez un dysfonctionnement du bas œsophage, vous avez des altérations anatomiques et fonctionnelles majeures qui vont perturber les mécanismes anti-reflux et qui vont permettre un reflux massif de liquide gastrique qui va directement inonder les voies aériennes supérieures et la trachée. Et là, on a un véritable syndrome d'aspiration pulmonaire
et un contact direct du liquide qui a reflué avec les récepteurs tissugènes, et on a une réaction de défense qui va entraîner la toux, une quinte de toux, à même de maintenir les voies aériennes basses, intègres, vides de tout contenu. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle les micro-aspirations. C'est des micro-aspirations qui passent inaperçues, des petites quantités de liquide qui vont générer une inflammation des voies aériennes supérieures, une inflammation du larynx, et de ce fait, ils vont modifier la sensibilité des récepteurs tissugènes aux agents irritants, et le malade va développer une toux, même en absence de reflux gastro-œsophagien. Par contre, l'étiologie la plus fréquente, qui est rapportée et qui est retenue dans la majorité des cas, sans qu'il y ait d'absence entre le liquide qui a reflué et les réflexes et les récepteurs tissugènes, il y a une toux. C'est un phénomène réflexe, bas-œsophage, trachée-branche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reflux dans les voies aériennes, il y a juste une remontée au niveau du bas-œsophage. Le bas-œsophage est alcalin et toute remontée d'acide au niveau du bas-œsophage, sans intéresser l'œsophage proximal, va générer un réflexe bas-œsophage-branche et bas-œsophage trachée qui va déclencher un effort de toux. Et ça a été démontré par l'instillation d'acide uniquement au niveau du bas-œsophage, et l'instillation d'acide a généré une toux. Et cette toux réflexe, bas-œsophage trachée, bas-œsophage branche, nécessite l'intégrité du vague, et elle est annulée par une anesthésie locale du bas-œsophage. Si on note pour une anesthésie locale, même s'il y a une remontée d'acide, il n'y aura pas de toux. Alors, retenez quand même que 50% des RGO restent asymptomatique et silencieux, d'où l'intérêt d'un traitement d'épreuve. Le traitement d'épreuve, c'est les IPP en double dose pendant 2 à 3 mois, et généralement il y a une évolution favorable. Quand il y a échec, on va penser à un reflux non acide, et un reflux non acide, il faut le mettre en évidence par ce qu'on appelle la mise en place de sondes œsophagiennes d'impédance qui va mettre en évidence ce reflux non acide. En plus du traitement double dose IPP pendant 8 à 12 semaines, il faut associer ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, à même, bien sûr, de contrecarrer un éventuel reflux acide gastro-œsophagien. Troisième étiologie, c'est la toux équivalent asthme. On avait dit tout à l'heure que l'asthmatique, il peut siffler, il peut être dyspnéique, mais 50% des asthmatiques ne sifflent pas et ne sont pas dyspnéiques. C'est pour cela qu'on vous dit, tout asthme n'est pas forcément sifflant, et tout sifflement n'est pas forcément asthme. On peut siffler sans être asthmatique, et on peut être asthmatique sans sibiler. Une toux spasmodique, nocturne, itérative, répétitive, qui survient d'une manière quasi quotidienne, qui est spasmodique, qui réveille le malade, une fois qu'on a éliminé le RGO et les subo-AP, il reste la toux équivalent asthme. Alors, ça représente 50% des patients asthmatiques, et on a un moyen pour se rapprocher du diagnostic. Pour approcher le diagnostic, c'est l'interrogatoire. Si le malade appartient à une famille d'atopiques, le diagnostic est plus probable. Ça devient plus probable. Deuxièmement, quand on interroge soigneusement, d'une manière assez poussée, on peut mettre en évidence des petites anomalies qui sont passées inaperçues, qui ont été banalisées par le patient. Une notion de dyspnée, mais qui n'est pas importante. Une notion d'oppression thoracique, de sibilant discret, ou bien une notion d'expectoration. Là, ça va conforter notre bien fondé, notre diagnostic préétabli. Et enfin, vous avez des caractéristiques de la toux. Cette toux, elle est variable et réversible au cours de l'année. Donc il y a une fluctuation au cours du temps. Ça, surtout la toux d'origine allergique. Et vous avez cette notion de survenue dans des conditions stéréotypées avec ce qu'on appelle la règle des 3 unités. Temps, lieu et circonstance. C'est une toux qui survient toujours dans la même circonstance, toujours dans un même lieu donné, et qui survient toujours à un moment donné. Et ça permet de conforter l'étiologie d'une toux allergique ou d'une toux équivalent asthme. Alors, on peut approcher le diagnostic par ce qu'on appelle le DEP, ou bien par l'exploration fonctionnelle respiratoire. Si on a la chance de faire un DEP, un débit expiratoire de pointe, ou bien une spirométrie au moment des symptômes,
Pendant la période symptomatique, on peut mettre en évidence un TVO, un trouble ventilatoire obstructif, qui bien sûr est réversible après administration de 4 bouffées de ventoline, c'est-à-dire 400 microgrammes de ventoline, et on aura un DEP qui va chuter pour être amélioré de 20%, et on aura un VMS qui va chuter pour être amélioré de 12%. Ok? Enfin, malheureusement, si on est en dehors de la période symptomatique, le TVO n'existe pas, la spirométrie est normale et le DEP est normal, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va opter pour une autosurveillance quotidienne du DEP. On va demander au malade de prendre son DEP, de souffler dedans matin et soir, de reproduire sur un graphe les valeurs, et on va lui donner de la ventoline, et en cas où le DEP décline, chute profondément, il va utiliser sa ventoline, et là on voit un DEP qui décline à un moment donné pour remonter, et là, ça donne la preuve que l'origine est asthmatique. Alors, comment traiter une toux équivalent asthme? On va la traiter comme un asthme. Vous savez que la pierre angulaire du traitement de l'asthme, c'est la corticothérapie inhalée pour réduire un tant soit peu à sa plus simple expression l'inflammation qui a été initiée, qui est passée à chronicité, qui s'est pérennisée dans le temps et qui va malheureusement entraîner un remodelage bronchique. On va passer rapidement à la toux médicamenteuse. Vous allez voir qu'il y a des médicaments, il y a 320 médicaments qui sont susceptibles de générer une toux chronique native. Bien sûr, on ne va pas les passer en revue dans leur totalité, leur globalité. On va focaliser sur 3 étiologies. On va les IEC, les sartans et les bêta-bloqueurs. Alors, nous, on retient la notion de toux chronique native lorsque la toux n'est pas accompagné d'anomalies radiologiques, ni de pleurésie, ni de pneumonie, parce qu'il y a des médicaments qui donnent une pneumonie, qui donnent une pleurésie, et c'est la pleurésie et la pneumonie qui sont à l'origine de la toux. Et là, la toux, c'est un épiphénomène, c'est un phénomène surajouté à une maladie préexistante qui se révèle à la radiologie. La toux native chronique, la radio est normale, et la toux est la résultante de la seule action du médicament sur les voies aériennes. Alors, vous avez ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Là, il n'y a pas de problème. L'effet est certain et fréquent. Parmi les malades soumis à un traitement aux IEC, 5 à 20% développent une toux sèche. Et là, malheureusement, regarde, pardon. Et là, regardez, l'enzyme de conversion, elle agit ici. Elle va convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 2, qui va agir au niveau des récepteurs AT1. Et elle agit ici en convertissant la bradykinin en peptide inactif. Alors, quand on bloque cette enzyme, on bloque la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, donc on réduit l'hypertension. Mais malheureusement, on va bloquer ici la conversion de la bradykinin en peptide inactif. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura cumul de bradykinine, et cette bradykinine, bien sûr, avec le kininogène, va entraîner et la toux et l'hyperréactivité bronchique. Voilà comment expliquer le phénomène tussygène en cas où on a donné des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Alors, comment faire? C'est arrêter le traitement. Dès qu'on a suspecté le traitement, on l'arrête, et vous voyez, rapidement, en 1 à 7 jours, la toux disparaît. Dans les cas extrêmes, c'est 2 à 4 semaines, disparition de la toux en 2 à 4 semaines. Et regardez, quand on réintroduit les médicaments, réapparition quasi immédiate de la toux. Et ça permet de poser le diagnostic. Alors, voilà, ici sont listés tous les IEC, mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Uniquement le nalapril et le captopril, qui sont les 2 médicaments, les 2 IEC, qui entraînent, qui génèrent une toux chronique native. Et vous avez ce qu'on appelle les sartans. Alors les sartans, ils agissent ici, voilà, à ce niveau, au niveau de ces récepteurs, d'accord? Et ils vont... Donc quand on donne des sartans, la toux peut se mettre en place, peut s'initier dans 3 à 4% des cas. 3 à 4% des patients sous sartans développent une toux native chronique. Et le médicament le plus en cause dans la toux chronique native, c'est celui-là, c'est l'olmesartan. C'est lui qui génère fréquemment de la toux chronique native. Et vous avez les bêta-bloqueurs. Les bêta-bloqueurs, bien sûr, non seulement ils vont générer de la toux, mais ils vont générer un bronchospasme, donc des sifflements, voire une dyspnée.
Et ils peuvent générer ce qu'on appelle une hyperréactivité bronchique, rendre la muqueuse bronchique anormalement réactive à d'autres stimuli. Et les bêta-bloqueurs, même en collyre, peuvent générer de la toux et peuvent générer un bronchospasme. Donc, il faut formuler l'hypothèse, en interrogeant convenablement le malade sur les médicaments qu'il prend, évaluer l'imputabilité intrinsèque en fonction des données cliniques, et bien sûr, rechercher l'imputabilité extrinsèque sur des bases de données disponibles. Voilà comment faire approcher le diagnostic d'une toux d'origine médicamenteuse. Quatrième étiologie, c'est le tabagisme. Le tabagisme peut générer une bronchite chronique, peut générer une BPCO, peut générer un cancer laryngé, un cancer bronchique et pulmonaire. Et enfin, on oublie souvent, il peut générer une coronaropathie, avec en conséquence une insuffisance cardiaque gauche et des suboapées. Le sujet qui est fumeur, il peut tousser parce qu'il fait des suboapées à bas bruit. Et là, quand il est allongé, il tousse. Il se relève, il s'assoit, il est soulagé. Donc, voilà. Donc, ça reste quand même, le tabagisme actif reste le plus grand pourvoyeur de toux chronique dans le monde. Là, c'est une étude qui a été faite en Écosse, qui a concerné 10 000 patients fumeurs, pardon. Et regardez, la proportion de fumeurs, de toux chronique chez les fumeurs versus non-fumeurs, elle est de 32,3% versus 6,6%. Là, on est sûr que quand on fume, on tousse. Et que le tabac génère de la toux. Chez la femme, la même chose. On a comparé les femmes fumeuses versus non-fumeuses, et on a retrouvé une fréquence de toux, ou une prévalence de toux de 24,6% chez la femme fumeuse, versus non-fumeuse, 5,2%. Il y a une relation dose-effet, et il y a une relation avec le sexe, on passe. Alors, quand le malade a fumé, a énormément fumé, il va remodeler ses bronches. Il va développer une bronchite chronique. La bronchite chronique, elle s'exprime par, elle est la cause de ce qu'on appelle une métaplasie malpighienne, qui va intéresser le revêtement de surface bronchique, le revêtement épithélial de surface bronchique, et elle est secondaire à une hypertrophie des glandes séromuqueuses de la sous-muqueuse. Donc il y a une production excessive de mucus. Le mucus produit va stagner dans les branches, et le malade va tousser, non pas parce qu'il a envie de tousser, c'est juste parce qu'il est encombré, et là, il veut respirer mieux. Et pour respirer mieux, il doit évacuer ses sécrétions, donc il va faire sa toilette bronchique. Il va tousser pour reperméabiliser ses bronches. Il va tousser pour évacuer le trop-plein de sécrétions bronchiques. Et bien sûr, le bronchite chronique aussi peut tousser parce qu'il y a une inflammation bronchique directement inhérente à l'inhalation de particules toxiques contenues dans la fumée de cigarette et directement liées à ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et enfin, le bronchite chronique peut tousser parce qu'il y a un dysfonctionnement de ce qu'on appelle l'escalator mucociliaire ou bien ce qu'on appelle le tapis mucociliaire. Voilà les trois causes. Retenez que le fumeur ne consulte pas spontanément, parce que d'après lui, la toux fait partie de sa personne, en quelque sorte, si je peux me permettre. Il tousse, mais pour lui, c'est parce qu'il fume qu'il tousse. Mais il va venir surtout consulter quand il y a une modification de la fréquence, de l'intensité de la toux. Et là, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment traiter cette toux? C'est très simple, c'est le sevrage tabagique, difficile. D'ailleurs, on parle de consultation d'aide au sevrage tabagique. Le fumeur a besoin d'être aidé pour arrêter de fumer, parce que c'est une véritable addiction, due à la dopamine qui est sécrétée au niveau frontal et qui est stimulée, cette sécrétion de dopamine est stimulée par la nicotine qui arrive au niveau du cerveau en 7 secondes après une première bouffée de cigarette. C'est pour ça qu'on dit que la cigarette est une véritable seringue à nicotine. Donc arrêter de fumer, il faut savoir quand même que quand on arrête de fumer, on peut avoir une recrudescence de la toux dans les 2 premières semaines et que la toux va s'amenuiser, décliner, s'estomper au bout de 4 semaines. On peut passer. Comment traiter cette toux? C'est très simple, le sevrage tabagique et éventuellement des anticholinergiques qui peuvent éventuellement agir au niveau des récepteurs muscariniques M3, ok, et générer un soulagement.
Qu'en est-il de la bronchite à eosinophile? Là, c'est une curiosité. La bronchite à eosinophile, c'est 4, disons, critères. 1, une toux chronique qui va aller au-delà de 8 semaines. 2, image thoracique normale. 3, examen clinique strictement normal. 4, il n'y a pas de TVO. La spirométrie est strictement normale, il n'y a pas d'hyperréactivité bronchique, il n'y a pas d'augmentation des IgE, il n'y a pas d'augmentation de l'éosinophilie sanguine. Par contre, il y a une augmentation des éosinophiles au niveau de l'expectoration bronchique induite par la nébulisation de sérum salé hypertonique. Voilà. Donc, on va retrouver plus de 2,5, voire plus de 3% d'éosinophiles dans l'expectoration induite. Ça, c'est la prévalence, elle est de 11% jusqu'à 33% selon les études. On passe, parce que ça va prendre beaucoup de temps, on passe. Comment traiter cette bronchite à eosinophile? C'est très simple, c'est la corticothérapie inhalée, puisqu'il s'agit à peu près de la même inflammation à éosinophile que l'asthme, sauf que le site de l'inflammation est différent, et elle répond favorablement à la corticothérapie inhalée. La coqueluche, rapidement, c'est une infection à Bordetella pertussis. La prévalence fondée sur les sérologies, elle fluctue entre 10 et 30%. Bien sûr, il faut traiter les adultes pour protéger les enfants en bas âge et les nourrissants qui n'ont pas été vaccinés. Et bien sûr, la maladie s'exprime par une toux quinteuse, spasmodique, laborieuse, incessante, incoercible, insomniante et métisante. Et c'est une toux qui ne va pas s'atténuer. Elle va garder la même intensité. Et elle va aller largement au-delà de 8 jours. Il n'y a pas de fièvre. L'examen clinique est strictement normal. Et bien sûr, il y a une notion de comptage dans l'entourage. Alors, le traitement, c'est à base de macrolides. Et les macrolides doivent être donnés essentiellement pendant les 3 premières semaines, c'est-à-dire la phase catarrhale. Le traitement n'agit pas sur la toux, il agit sur la contagiosité pour éviter de contaminer les enfants en bas âge et surtout les nourrissants. S'il y a intolérance aux macrolides, on va opter pour du cotrimoxazole. On passe. Alors, la toux psychogène, quand on a épuisé toutes les étiologies, on garde l'étiologie psychogène. L'étiologie psychogène, c'est très simple. C'est une toux qui est ritualisée. C'est une toux qui peut disparaître spontanément sans cause apparente. C'est une toux qui est associée à un syndrome d'hyperventilation. C'est le bonhomme qui vous dit « j'arrive pas à remplir mes poumons » alors que l'examen clinique est normal. Et c'est une toux qui disparaît au cours du sommeil. Une toux qui est nocturne, qui dure toute la journée et spontanément, par miracle, elle disparaît au cours du sommeil, est une toux psychogène. Et cette toux psychogène, il ne faut pas la négliger parce qu'elle peut masquer une pathologie psychiatrique assez sévère. Plus fréquente chez l'enfant que l'adulte. Caractéristique principale, disparition de la toux au cours du sommeil. La toux psychogène peut s'intégrer dans une pathologie psychiatrique sévère. Bon, on peut passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On peut passer. Alors, quelle attitude? Il y a plusieurs attitudes à adopter. Nous, on va adopter la dernière attitude qui est consensuelle, c'est-à-dire traitement empirique, ce qu'on appelle le traitement test thérapeutique. OK? Et puis, en cas d'échec, on va compléter par certaines investigations. Voilà là la conduite à tenir. Le diagnostic de certitude d'une étiologie donnée est posé lorsqu'il y a réussite du traitement. D'accord? Et voilà, rapidement, on va terminer par un algorithme. Alors, il y a 2 algorithmes. Il y a en cas où il y a une cause apparente, et nous, on va traiter, on est en train de traiter la toux chronique native. La radio est normale, l'examen est normal, il n'y a rien à se mettre sous les dents. Là, on va traiter ce bras. Donc, première des choses, est-ce qu'il y a ces signes de gravité? S'il y a des signes de gravité, exploration ciblée, référée au spécialiste. S'il n'y a pas de signe de gravité, la première des choses, pensez aux médicaments. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur, comme médicaments? Les éplucher et vérifier si ces médicaments ne sont pas à l'origine d'une toux. Et si c'est le cas,
Test d'éviction, retenez IEC, Sartan et bêta-bloqueur. Bon, il y a d'autres médicaments. Arrêt du médicament suspecté, attention, collaboration avec le médecin traitant qui a donné les médicaments, afin de mettre en place un traitement alternatif. Une fois que l'étiologie médicamenteuse a été expulsée, on va penser à la coqueluche. La coqueluche, c'est difficile. Nous, on n'a pas les moyens pour faire le diagnostic, parce qu'il faut ce qu'on appelle la PCR, ok, ou bien le diagnostic sérologique, mais on n'a pas. Donc, on donne un traitement à base de macrolide. Non pas pour traiter la toux, c'est surtout pour éviter la contagiosité, la contagion des nourrissons. Une fois qu'on a éliminé la coqueluche, la radio s'impose. Elle devient systématique, obligatoire. Si la radio est anormale, référée au spécialiste d'organes, mais nous, ce qui nous intéresse, radio normale. Si la radio est normale, vous avez deux algorithmes. Présence de signes d'orientation diagnostique vers un organe donné, cœur, ORL, digestif, ou bien absence de signes d'orientation diagnostique. Nous, ce qui nous intéresse dans la toux chronique native, c'est l'absence de signes d'orientation diagnostique. On n'a rien. Là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà l'algorithme qui nous intéresse. Chaque fois que vous avez une toux chronique native, radio normale, sans signe d'orientation, voilà ce que vous devez faire. Voilà comment procéder. Première des choses, traitement d'épreuve d'une rhinorrhée postérieure chronique. Même s'il n'y a pas de sécrétion qui tapisse le pharynx, même s'il n'y a pas l'aspect parqueté ou mamelonné de la muqueuse pharyngée, parce qu'il y a ce qu'on appelle des jetages silencieux qui passent inaperçus. Traitement d'épreuve. Traitement d'épreuve, on a vu tout à l'heure, antihistaminique de première génération associé à un vasoconstricteur par voie orale pendant 3 semaines, éventuellement décongestion non nasale pendant 3 à 5 jours et éventuellement antibiothérapie si on pense à une atteinte sinusienne qui couvre les anaérobies et bien sûr l'hémophilus influenza. Si c'est positif, c'est bon. Le relais par la corticothérapie locale topique endonasale. Si c'est négatif, on passe à autre chose. On fait une EFR avec test pharmacodynamique. On pense à la toux équivalent asthme. Si le FR est positif, on va traiter comme un asthme. Corticothérapie inhalée. Au long cours, il faut aller jusqu'à 2 à 3 mois pour espérer atténuer une toux d'origine allergique ou la faire disparaître. Si ce n'est pas le cas, on passe à autre chose. Traitement du RGO. On a éliminé la cause, la rhinorrhée postérieure, on a éliminé la toux équivalent d'asthme, il nous reste le RGO. Traitement d'épreuve. Double dose d'IPP, on avait dit pendant 8 semaines à 3 mois. D'accord? Si c'est positif, c'est bon. Si c'est négatif, exploration de seconde ligne par le spécialiste, référé au spécialiste. Si au bout d'exploration faite par le spécialiste, il n'y a rien, là vous avez 2 possibilités. Vous avez la toux psychogène, référé au psychiatre, ou bien donner un traitement antitussif. Voilà l'algorithme que je vous propose. Donc, la conclusion, la toux chronique est un motif fréquent de consultation. Je pense que chacun de vous reçoit plusieurs cas de toux chronique dans sa consultation. C'est un symptôme banal qui peut révéler des étiologies nombreuses et variées. L'objectif primordial doit être la recherche de la pathologie causale. On ne traite pas la toux, on traite la cause. D'accord? La hiérarchisation et la chronologie des investigations complémentaires et des tests thérapeutiques sont essentiels pour une prise en charge optimale en termes de rapport bénéfice-risque et coût-efficacité. La prise en charge d'une toux chronique repose le plus souvent sur une évaluation clinique sans recours systématique à des examens complémentaires. Vous voyez que les examens complémentaires, ils viennent en second plan lorsque le traitement n'a rien donné. Et enfin, l'élément essentiel de cette communication, elle permet d'introduire la notion de test thérapeutique, test qui semble en effet supérieur à une batterie d'examens complémentaires. C'est ce que vous devez retenir en priorité. Le médicament peut donc être considéré comme un outil diagnostique.